Nous sommes aujourd'hui en présence d'une invitée exceptionnelle. Ravie d'être ici. Donc, moi, c'est Behind the Moons. Si vous m'avez pas reconnu, je sais pas, c'est pas mon appareil photo. Je sais pas si ça change quelque chose. Effectivement, on est donc chez moi, dans mon studio, avec mon matériel, mais l'élément que j'ai pris de la chaîne de Moons aujourd'hui, ça va être le soft spoken, que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser, mais je pense que j'aime bien. On va papoter tranquillement autour d'un petit thé, de pas mal de sujets. On n'a pas forcément encore prévu de thème précis. On va plus se poser les questions qu'on peut se poser personnellement sur l'autre, et globalement discuter un peu de notre pratique, et voilà, de nos vidéos, de ce qu'on a fait, de ce qu'on aimerait tenter dans le futur, et voilà, peut-être certaines questions vous aurez peut-être même vous-même. Donc on va essayer un petit peu de parler de ce que c'est qu'être créateur ASMR, on va dire. Effectivement. Plein de choses à dire. Oui. Je vais faire infuser notre petit thé comme ça. Hop. Alors je vous ai préparé un petit thé vert saveur rose cranberry. On l'a goûté ce matin, il est vraiment très bon. Accompagné d'une bonne praline. Les Lyonnais et les Lyonnaises auront la ref. J'ai découvert ça il y a 2 jours, c'est délicieux. Comment vous faites pour pas en manger tous les jours? C'est de la brioche aux pralines. Donc, dans cette superbe théière champignon. C'est lourd. Hop. Bon. Le temps que ce petit thé infuse, on t'a pas trop présenté encore, Moots. Tu fais de l'ASMR depuis très longtemps. C'est vrai. En fait, j'ai créé ma chaîne YouTube ASMR en 2013, donc ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. En 2013, je ne connaissais absolument pas ce qu'était l'ASMR. Mais c'était vraiment le tout début, on va dire. Et il y avait déjà quelques créateurs, beaucoup anglophones, un tout petit peu francophones. Et c'est vrai que c'était le tout début, quoi. Ouais, en anglophone, ça commençait vers les années 2010. Ouais, 2011. j'aurais dit 2011. Ouais, donc t'es vraiment arrivé peu de temps après. Comment t'as découvert en fait? En fait, j'étais en études et j'étais stressée. Et quelle surprise. Ouais. Et en fait, c'est mon ami, donc Zoru ASMR, qui m'avait envoyé une vidéo d'ASMR en anglais à la base pour que je regarde un truc en commentaire. C'était pas pour la vidéo en tant que telle. Et moi, donc, j'ai regardé ce qu'il voulait que je regarde. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe? T'as eu ce truc au début de... C'est bizarre. En fait, je pense qu'il y a eu ça, mais il y a surtout eu ce truc de je comprends pas ce qui se passe. Parce que je me rappelle, c'était une vidéo roleplay un peu cheveux, où on te brossait les cheveux. Et vu que c'était en plus un roleplay, il y a ce truc où j'essayais de comprendre c'était quoi ce type de vidéo. Mais j'ai très vite adoré en fait. Et on a commencé tous les deux à en regarder, à en discuter et à se faire des enregistrements pour l'un l'autre. Et à un moment, en fait, c'est moi où je lui ai dit, mais ce que tu fais, c'est trop bien, il faut que tu le postes. Et il voulait pas trop, et on s'est motivés en créant nos chaînes ensemble pour que l'autre poste ses vidéos. Et on a commencé ensemble comme ça. C'était un peu par envie de faire du contenu qui vous plaisait aussi, du coup? Au début, c'était plus un peu pour rigoler parce qu'on était assez proches. Il y avait ce truc où on parlait de vidéos ASMR, on en regardait, et un peu pour rigoler, je lui disais, bah tiens, je t'ai fait un enregistrement ASMR. Et il m'en faisait aussi. C'est génial ça. Au début, c'était voilà un truc assez complice. Puis, à un moment, je lui ai dit stop, c'est vraiment bien ce que tu fais, pourquoi tu le postes pas? Et c'est parti comme ça. Et ça a continué? Oui, après, il y a eu aussi des pauses parce que j'étais étudiante, j'ai eu du mal à l'assumer parce qu'en 2013, personne connaissait, et pendant très 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 longtemps, ça a été très stigmatisé aussi, la ASMR. Ouais, c'est sûr. Donc j'ai beaucoup eu de mal à ne pas avoir honte de ma chaîne aussi. Et en études, j'avais aussi moins de temps suivant les années.
Donc j'ai eu vraiment des périodes de pause, des périodes où... Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est quand même quelque chose qui t'accompagne encore aujourd'hui. Ouais. Après, je pense que de toute façon, une fois qu'on découvre qu'on est sensible à l'ASMR et qu'on aime un peu en faire avec les objets autour de nous ou l'expérimenter, c'est un truc qui va nous suivre plus ou moins toute notre vie quand même. C'est ça, mais en tant que créateur, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé des chaînes et les ont arrêtées pour plein de raisons différentes. Et c'est un peu triste quand tu penses un peu au cercueil de chaînes ASMR qui ont disparu, pour plein de raisons, pour des gens qui juste avaient plus le temps, ou des proches ont découvert et on dit que c'était honteux, tu vois, ou même des employeurs, tu vois, il y a plein de gens qui arrêtent leur chaîne ou qui la suppriment parce qu'on leur demande au travail, tu vois. Ouais, ça c'est vrai qu'en particulier au début c'était extrêmement mal vu. Je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'en parler, mais il y a encore beaucoup de jobs où je pense que l'ASMR c'est vraiment pas quelque chose qui est vu positivement. C'est vrai que j'ai pas trop eu d'expérimenter personnellement vu que je suis passée directement de la case études à la case ASMR. Après il y a toujours ce truc aussi de l'annoncer aux personnes que tu rencontres, qui étudient avec toi, tes professeurs, etc. Mais je pense que moi, à l'époque où je suis arrivée, j'ai commencé ma chaîne en 2017, c'était un peu moins difficile. Ouais, c'était déjà... J'ai l'impression que c'est vraiment... Le pivot, ça a été genre vers 2016, où on commençait à avoir des articles de qu'est-ce que c'est l'ASMR. Qui étaient horribles, les premiers articles étaient affreux. Mais au moins, les gens connaissaient un peu plus, et même s'il y avait beaucoup de gens qui, encore une fois, n'aimaient pas ou en parlaient mal, t'as aussi juste beaucoup de gens qui ont découvert comme ça et qui ont commencé à regarder comme ça. Donc ça a vraiment popularisé aussi le genre. C'est ça, même en ayant le premier réflexe de qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est bizarre. Et après de retomber dessus et te dire peut-être qu'en fait j'aime bien. C'est ça. Enfin, moi quand j'avais dit à mes amis en études que je faisais de l'ASMR, je l'ai pas dit tout de suite du tout parce que justement je me sentais pas assez en confiance. Et quand je l'ai dit à un moment, j'ai eu différentes réactions. Il y a des gens qui m'ont dit ça, faut pas que tu le dises là où t'es en stage parce que tu vas te faire dégommer. Mais t'avais un autre ami qui m'a dit moi tu vois, j'en parle à personne et je l'ai jamais dit à mes potes, mais tous les soirs je regarde de l'ASMR. Oui, c'est un peu un truc que les gens annoncent. Enfin, j'ai déjà eu ce truc de groupe d'amis par exemple qui vont me reconnaître et qui du coup disent c'est toi qui fais de l'ASMR, et les amis tu vois regardent super bizarrement, tu regardes de l'ASMR. Et par contre j'ai déjà eu la réaction du coup de quelqu'un d'autre qui dit mais moi aussi je regarde et c'était super mignon. Mais c'est un peu un coming out d'ASMR en fait. C'est ça, mais je pense que c'est aussi lié en fait c'est très intime dans la pratique, c'est un truc que tu vas regarder seul, et enfin il y a peu de gens qui en font des watch parties avec des amis quoi. Et puis il y a ce truc en effet où je dirais pas que c'est un aveu de faiblesse, mais pour beaucoup c'est un truc aussi de oui moi aussi parfois je suis un peu sensible et j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Il y a beaucoup de gens qui montrent pas ce genre de vulnérabilité, tu vois, à leurs proches. Il y a ça, et c'est souvent accompagné aussi de soucis, d'anxiété, d'insomnie, etc. Donc il faut être aussi ouvert là-dessus. Mais et du coup moi aussi je prends mon objet. Qu'est-ce que t'as pu constater comme la question est super large, mais comme évolution depuis que t'as commencé? Alors déjà faut mettre dans le contexte de YouTube en 2013 contre YouTube en 2023. En fait ça s'est vraiment professionnalisé. Genre en fait ce qu'on a accepté à l'époque, genre moi je sais que j'avais des vidéos qui avaient percé à l'époque filmées à la webcam, sans micro, genre les gens se rendent pas compte que c'était fait avec même pas un téléphone. Genre ce que vous faites avec votre téléphone maintenant, c'est 100 fois mieux que ce que je faisais en 2013 avec le matos. Et puis maintenant on appelle ça Lofi. Oui, exactement. Alors qu'à l'époque. Et même en termes d'attente, tu vois, les gens ils vont attendre que si tu fais des vidéos ASMR et tout, ok, il y en a qui font téléphone, mais même déjà ça rend bien, tu vois. Mais là, ne serait-ce que le setup que t'as, et quand tu fais ça de façon un petit peu pro, les gens ils vont attendre une qualité que personne aurait pu fournir en 2013, tu vois. Ça met vraiment des grosses barrières à l'entrée aussi parce qu'il y a eu tellement de contenu ASMR que forcément il y a ce besoin de voir des choses nouvelles et un peu de toujours plus. Donc toujours plus de déclencheurs, toujours plus de scénarios. Et en vrai c'est cool parce que du coup il y a beaucoup de créativité derrière, mais c'est vrai que je pense aux nouvelles personnes qui lancent leur chaîne ASMR aujourd'hui, sur YouTube en tout cas, parce que TikTok c'est un peu différent. Faut tout de suite avoir un haut niveau entre guillemets, t'as pas le même temps d'adaptation qu'on a pu avoir, je pense. Et puis même tu parles d'un haut niveau de créativité parce qu'il faut toujours faire des choses nouvelles. Je trouve aussi qu'il y a un truc où vu qu'il y a énormément de contenu, il y a aussi beaucoup de gens qui font les mêmes choses, tu vois. On le voit avec les trends de trigger, c'est quelqu'un a découvert un objet qui marche super bien,
Je ne nommerai pas l'objet. Notamment. Par exemple, ce petit bonhomme, on l'a vu partout, hein, et pour de bonnes raisons, parce que c'est un super trigger. Mais il y a quand même ce truc de... oui, ça nourrit la créativité, mais ça nourrit aussi... parfois, c'est aussi la facilité de... Bah, ça, je l'ai vu, et j'ai envie de le faire. Ouais. Et ça me... Enfin, il y a aussi beaucoup de gens qui font des trucs similaires d'une certaine façon, quoi. Mais c'est vrai que ça fonctionne beaucoup par trend, surtout depuis quelques années. On a vu plein de trends, on en citait quelques-unes hier. Bah, il y a eu la peste, il y a eu... La peste, la personne peste, pas la littérale peste. Oui, non, pas la peste noire. J'ai déjà vu des vidéos peste noire, je crois que c'était Angelica qui en faisait. Ouais. Angelica. Mais ça, par contre, c'est une théorie que j'ai qui se vérifie, c'est que tout existe en ASMR. Ouais. Tu peux taper n'importe quel mot à côté d'ASMR et ça existe. Là, on part sur le sujet de mon amour des roleplays. C'est ça que j'adore, tu vois, c'est que ça peut être la pire idée que t'aies jamais envisagée, et au final, tu peux en faire une vidéo ASMR incroyable. Et c'est génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette liberté-là, pour le coup. Je te parlais d'un projet de vidéo où c'est en fait une thérapie de couple entre un elfe de Noël et un vampire. Genre, quoi? Alors qu'en ASMR, en fait, c'est tout à fait possible. Tu peux tout faire. Hein. C'est pour ça qu'on me pose souvent la question de l'inspiration. Comment vous trouvez tout le temps des nouvelles idées après autant de temps? Bah, comme on disait, en fait, on a une liste d'idées qui est bien supérieure au temps qu'on a, en fait, pour toutes les réaliser. Et bah... Quand tu ouvres la porte un peu du monde de l'ASMR, tu te rends compte que tu peux vraiment tout faire. Ouais, c'est ça. La limite que tu auras derrière, ce sera le temps que tu peux y passer. Ouais. Et aussi, je trouve que... En fait, le problème et l'intérêt de l'ASMR, c'est que les gens regardent tous les soirs. Pardon. Mais c'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire qu'en théorie, bah, les gens attendent une nouvelle vidéo tous les soirs. Bah oui. Oui, c'est ça. C'est un peu comme des histoires du soir, en fait. Et puis après, tu as les vidéos chouchous que tu regardes et que tu connais par cœur. Voilà, le petit thé est servi dans des superbes tasses, évidemment. Oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ce petit bonhomme là au milieu. Mais oui. Donc, toi, tu disais que c'était un... Il me fait penser à un homme vert. C'est une créature mythologique celte. Et en fait, c'est un homme qui personnifie la nature, j'ai envie de dire, qui est fait en fait de feuilles comme ça. Donc pour moi, c'est une sorte d'homme vert moderne. Oui, il me fait penser au Korogu dans Zelda. Mais voilà, je le trouve très sympathique comme ça lui apporte quelque chose. Il est très beau. Très chaud. Mais ouais, enfin, pour résumer, je trouve qu'on a énormément d'idées. Et que c'est pas tellement le problème de trouver des nouvelles idées, c'est plus ce truc de... on s'impose aussi un rythme, de sortir des vidéos régulièrement. Et il y a ce truc où il faut trouver le juste milieu entre les gros projets qui vont prendre beaucoup de temps et qui plaisent pas non plus d'ailleurs à tous les coups, parce que les gens ont quand même des attentes et ils veulent des choses parfois un peu normées aussi dans la ASMR, c'est un genre très codifié aussi. Donc il faut un peu trouver le juste milieu entre des vidéos créatives, originales et qui te motivent personnellement, et des choses qui vont pouvoir sortir dans les temps et plaire aussi aux personnes qui regardent. C'est un peu un juste milieu entre s'amuser avec des nouveaux concepts et des trucs un peu créatifs qui vont pas forcément aussi bien fonctionner en termes de popularité, mais après qui vont être aussi très appréciés derrière par les personnes qui les regardent, je trouve. Et faire les vidéos qui ont tendance à fonctionner, et c'est vrai que c'est quand même les mêmes depuis longtemps, globalement, les replays médicaux, il y a les replays classiques. C'est ça, mais bon, ça, il y en a besoin aussi, parce que c'est un peu les vidéos doudou, mais c'est vrai que c'est assez frustrant de passer beaucoup de temps et d'être très fière d'une vidéo un peu originale qu'on n'a pas forcément vue ailleurs et qui plaira un peu moins. Voilà. Ouais. Après, moi, souvent, ce genre de vidéos, je me dis que même si elles plaisent moins au public, je le vois un peu comme des vidéos portfolio de là, j'ai fait un truc, si moi je pouvais faire tout le temps ce que je voulais faire sans contrainte aucune, bah, cette vidéo je l'ai faite et j'en suis super fière. Et si on me demande un peu mes vidéos préférées par exemple, je peux la sortir parce que elle existe, tu vois. Il y a plein de projets, je pense que beaucoup de gens ne s'autorisent pas à faire parce qu'ils se disent que ça va être trop différent, ou que en effet personne leur demande ce genre de choses spécifiquement. Ça peut être des roleplays bizarres, tu vois, des trucs comme ça. Mais surtout vis-à-vis de l'investissement qu'on met dedans, parce que c'est des vidéos qui demandent quand même beaucoup plus de temps et d'efforts à préparer. T'as des projets comme ça, toi, que t'as en tête, mais que tu réalises pas parce que ça demande trop de temps ou c'est trop différent de ce que tu fais? Mais j'aime beaucoup faire des roleplays d'époque, par exemple. Donc déjà qui demandent de trouver pas mal d'objets adaptés.
J'ai commencé à en faire depuis un petit moment dans la série des Nostalgia et en vrai c'est quelque chose qui plaît plutôt bien. Mais quand j'essaie de pousser vers plutôt le futuriste... Ça marche pas? Ça, j'en ai assez peu fait, mais quand j'en ai fait ça marchait beaucoup moins. Ah, c'est drôle ça. En fait, on a une audience très différente. Toi, elle est assez féminine, moi plutôt masculine encore. Et je sais que les vidéos un peu science-fiction, futuristes que j'ai faites plaisaient beaucoup. Et je sais pas si c'est lié aussi à l'audience qu'on peut avoir, parce qu'il y a plein de femmes aussi qui aiment la science-fiction. Mais c'est quand même intéressant de se dire que ouais, le Victorien, on en parlait. Oui. On a une théorie. La théorie se vérifie. C'est qu'en fait, il y a pas longtemps, il y avait la traîne de est-ce que les hommes pensent régulièrement à l'Empire romain? Et on se demandait si les femmes, leur Empire romain, ce serait pas un peu l'ère victorienne. C'était un peu la théorie qui avait été exposée sur TikTok. Et bah, personnellement, je suis un peu guilty de ça. Oui, je pense souvent à l'ère victorienne. Bah, vous pouvez le voir certainement dans mes thèmes de vidéos aussi. Oui, là d'ailleurs, je suis en train d'en préparer une prochaine à l'ère victorienne. Et toi, du coup, tu penses souvent à l'Empire romain? Un peu trop souvent. Je sais pas pourquoi, mais en plus, j'y pense pas si souvent que ça. Mais ça me traverse l'esprit, ouais. On en a quand même beaucoup parlé ce week-end, mine de rien. Tu vois, genre... Finalement. Au final, j'avoue que je me retrouve un peu dans ce stéréotype-là. Mais oui, en tout cas, c'était... Donc là, Moon, c'est chez moi depuis quelques jours. Et c'est vrai que c'est toujours bien de rencontrer d'autres créateurs, d'autres créatrices d'ASMR pour partager un peu de ces sujets-là, parce que, mine de rien, on n'en parle pas forcément de nous-mêmes sur nos chaînes. Mm-hmm. Plein de trucs à dire. Ouais, il y a tellement de trucs à dire. Bon, il y a plein de trucs que vous entendrez pas, du coup, mais... mais... Enfin, c'est un métier... intéressant. En fait, il y a tellement de choses à dire. En fait, moi, ce que j'ai dit, donc j'ai rencontré Colomba ASMR et donc rendez-vous à ASMR aussi. Ouais. Et la réflexion que je me suis faite et qui est évidente, en fait, c'est pas une surprise, mais je me suis dit waouh, mais c'est des personnes tellement plus complexes que ce qu'on peut voir en ligne. Et c'est évident. Enfin, tous les créateurs de contenu, ils vont choisir ce qu'ils vont vous montrer et ce sera une facette d'eux, en fait. Mais c'est des personnes plurifacettes, on va dire. Et évidemment, genre quand tu rencontres quelqu'un, bah tu vois pas la totalité non plus, mais tu vois bien plus que ce que tu vois en ligne. Et c'est normal, mais c'est aussi vachement... Je sais même pas comment finir ma phrase. Mais je trouve ça vraiment, vraiment agréable de me dire, waouh, mais elles sont vraiment super intéressantes. Et en fait, je découvre plein de centres d'intérêt ou de choses que j'avais pas captées avant en ligne, quoi. Ouais, bah ça fait super plaisir. Aussi parce qu'on a, comme tu disais, un peu cette image, bah un peu maternante, cette image de cœur à tenir dans l'ASMR parce que le but c'est quand même de relaxer. Donc en fait on montre pas toutes les facettes de notre personnalité parce que ça colle pas forcément non plus à l'univers de l'ASMR, mais du coup c'est vraiment chouette de pouvoir voir ces autres facettes là. Oui, c'est clair. Et puis aussi en tant que créateur ou créatrice ASMR, j'ai l'impression que qu'on le veuille ou non, bah on regarde les autres créateurs et créatrices et je pense qu'on se compare aussi d'une certaine façon, que ce soit en termes de vue, mais même pas que de vue en fait, juste de façon de communiquer ou d'images renvoyées en fait. Et je trouve que c'est vachement intéressant de se dire que bah non, en fait on est un peu tous à devoir composer avec l'image publique qu'on donne et en fait ce qu'on décide de partager aussi, parce que il y a toujours une frontière difficile entre la chaîne, le nom de chaîne et derrière la personne qu'on est effectivement. Et il y en a il y en a beaucoup en fait qui essaient de mettre de la distance entre l'image publique et qui sont personnellement aussi pour se protéger, quoi. Ouais. Et puis en fait tu dois pas tout non plus à ton public et partager non plus toute ta vie privée. Ouais. Et c'est normal en fait d'avoir cette barrière et cette distance et de montrer que ce que tu décides de montrer en fait. C'est quoi ta vidéo préférée de ta chaîne? J'ai déjà essayé de répondre à cette question et c'est un peu dur. C'est quoi une vidéo qui a pas trop marché mais que tu penses qu'elle était vraiment trop bien pour toi? Mais c'est souvent des roleplays un petit peu... humoristiques, je pense. Il y en a un petit moment que j'avais fait, mais ça commence à remonter pas mal, sur une personne un peu entrepreneuriale, macroniste, etc. Et j'avais beaucoup aimé la faire. Et
ça avait pas forcément été très compris, je pense. Mais moi j'aime trop les vidéos humoristiques ASMR. Ouais. Et c'est trop bien que t'en aies fait, mais il y en a plein qui touchent pas trop à ça parce que pour beaucoup de gens c'est du divertissement et c'est pas assez relaxant. Mais j'adore en faire aussi. Bah après c'est souvent des vidéos, c'est vrai que les gens disent j'ai regardé jusqu'au bout, je me suis pas endormie parce que j'aimais bien. Mais au final ça te détend quand même, donc le but est quand même là. Mais sinon récemment... En fait faudrait que... Ouais, c'est quoi, je vais regarder en plus comme ça je vais pouvoir faire du superbe tapping sur ma coque. Et puis bah, toi je te retournerai aussi la question de quelle vidéo tu penses est la plus sous-cotée un petit peu sur ta chaîne. Il y en a une que j'adore, qui était en anglais pour le coup, mais c'était une vidéo d'Halloween il y a quelques années, où je jouais Carmilla, la vampire. Et je l'avais adorée parce que j'avais lu le livre plus tôt, et je m'étais dit il faut que je fasse un truc comme ça. Et j'avais vraiment aimé parce que même en termes de visuel, t'as deux visuels, t'en as un début où je parle en fait à la femme que je fais dévorer, tu vois. Et à la fin il y a le passage un peu trippy, tu sais pas trop ce qui se passe parce que t'es en transe, tu vois, avec le vampire et tout, il y a plein d'effets, et une lumière bien plus... En fait, on m'a dit que ça faisait penser au film d'horreur Hammer des années 80. Okay. Donc un peu cheapos, avec des lumières un peu fortes et tout. Mais j'étais super contente de cette référence qu'on m'ait sortie. Et visuellement, je trouvais qu'elle était vraiment trop bien. Et même, j'avais plein de références au livre. Enfin, j'aime beaucoup cette vidéo. Tu te sers souvent d'objets culturels, enfin des films ou des livres que tu as vus pour faire des vidéos? Bah, j'ai un peu une fixette sur l'enfer de Dante. Et j'ai une très belle... j'ai ce livre dans une très belle édition. Et je l'avais déjà montré plusieurs fois en vidéo. Et là, récemment, pour Halloween, j'ai fait une vidéo où en fait, tu as envoyé au 3e cercle et demi. Ça, c'est une référence à l'enfer de Dante, où l'enfer, il est réparti en différents cercles, suivant tes péchés et tout. Et on a inventé des nouveaux cercles modernes. Et le comptable. Voilà, le 3e cercle et demi, c'est en gros le service comptabilité de l'enfer. J'arrive pas à imaginer pire que ça. Il est vraiment très bien parce qu'en fait, t'es accueilli par ton G2F, donc guide de formation, et c'est Greg, le comptable. Et j'adore cette vidéo, mais ça c'est aussi intéressant parce que en fait dans cette vidéo je joue Greg, et donc c'est un peu du drag, tu vois, où je joue en homme, et mine de rien elle a pas trop fonctionné parce que je pense que les gens, enfin il y a quand même un truc où le drag en fait d'hommes souvent qui jouent des femmes, c'est vachement normalisé depuis plusieurs années. Par contre, l'inverse on le voit. L'inverse c'est super rare et ça intéresse pas trop les gens. Donc là, tu vois, la vidéo a marché ok, on va dire. Après voilà, c'était vraiment très original et pas du tout ce que les gens attendent, donc je peux comprendre. Et en fait, je me suis juste posé la question, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens n'ont pas forcément regardé la vidéo, mais je me demande si en effet cette partie drague et juste voir une créatrice ASMR qui joue un homme, c'est aussi quelque chose qu'ils aiment pas trop, parce qu'on parlait aussi de l'image qu'on renvoie, mais il y a quand même une attente très forte pour que les créatrices elles fassent il y a quand même un truc de féminité. Il y a une performance de féminité, clairement. Clairement. Que ce soit dans la présentation, les ongles, le maquillage. Et effectivement, toi, tu as du coup pas mal pu le remarquer en changeant un petit peu de look selon tes vidéos. Ouais, c'est clair. Et au final, justement, ce que je disais, je suis surprise à quel point les gens l'ont bien accepté encore. Mais j'ai vraiment, cette année, je me suis coupé les cheveux seule. Je sais que mon septum, donc j'ai un piercing au nez que je mets pas tout le temps, parce que quand je le mets, je me fais insulter. Voilà. Mais c'est dingue. C'est assez désagréable aussi, ça. Et c'est vrai qu'au moindre changement physique, on doit assumer d'avoir beaucoup de commentaires là-dessus. Même si c'est souvent des commentaires qui sont pas forcément malveillants. Mais je sais qu'à chaque fois que j'ai changé quelque chose à mes cheveux, alors que je le fais pas si souvent, franchement, pendant des semaines, on parlait que de ça. Quand je me suis coupé les cheveux, ça criait scandale. Surtout que j'ai une communauté qui est quand même assez féminine, mais du coup j'ai vu que le faible pourcentage d'hommes sur ma chaîne avaient massivement réagi en fait à ma coupe de cheveux, n'avaient pas trop apprécié, et je me suis dit mais en fait c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Je comprends qu'on le remarque et que ça change, surtout quand c'est un créateur ou une créatrice que tu regardes tous les soirs, forcément t'es habitué à son apparence, mais d'en entendre autant parler et derrière il y a quand même la vidéo, quoi. Tu as en plus envie d'avoir des retours là-dessus plutôt que
sur ce à quoi tu ressembles. Et puis c'est difficile parce que tous les jugements sur le physique, en fait, là je parlais tout à l'heure de la différence entre la créatrice et la personne humaine derrière. En fait, quand tu critiques le physique, tu critiques les deux, mais tu critiques aussi la personne qui est derrière, en fait. Et c'est là où c'est un peu compliqué parce que c'est des choix personnels que tu as fait pour toi dans ta vraie vie. Ouais. Et évidemment, c'est présent dans tes vidéos, mais ta coupe de cheveux, tu l'as fait, et tu l'as aussi quand t'arrêtes de filmer et quand tu vis ta vie au jour le jour. Et c'est vrai que je pense que souvent les gens qui critiquent comme ça, ils le voient rarement à mal, ou ils se disent de façon que t'as tellement de commentaires que c'est pas le leur qui va avoir un impact. Bah c'est ça, et puis ça peut être, par exemple quand c'est des proches qui changent de coupe de cheveux, effectivement on leur fait remarquer, mais parce que du coup c'est un nombre réduit de proches qui vont faire cette remarque. Voilà. Mais quand c'est du coup des centaines et des centaines de personnes, t'as l'impression que c'est un énorme sujet. Oui. Et que c'est un sujet qui prend le dessus sur ce que tu peux créer derrière. Et puis en général, quand en effet t'es une créatrice, t'auras beaucoup de critiques sur ton physique, et même en termes de compliments, quand il y a des gens qui veulent laisser un commentaire gentil, j'ai pas les chiffres et c'est du ressenti propre, mais j'ai l'impression qu'un créateur, on le dira souvent, c'était une bonne vidéo, c'était relaxant, genre même la technique souvent est vachement mise en avant, alors que pour une femme, même quand tu mets de la technique, même quand tu travailles tout ça, souvent on te dit t'es vachement belle en plus dedans, et c'est rapidement ramené au physique comme si c'était tout ce qu'on apportait, alors qu'on est directrice, réalisatrice, chef cadreuse. C'est vrai, c'est hyper présent, alors que vraiment je pense que ça part d'une intention bienveillante, mais ça reste un truc positif, mais on met pas du tout les mêmes choses en avant. Mais c'est vrai que on a beaucoup parlé du coup un peu des dynamiques genrées, on va dire, dans les SMR, que ce soit au niveau des viewers ou des différentes chaînes, et c'est vrai qu'on est un milieu qui est plutôt féminin, mais dans ce qui va être mis en valeur et valorisé par le public masculin, c'est très je sais pas trop comment le formuler. C'est lié à la technique, c'est lié à des choses qui sont pas purement le care forcément tout le temps. Voilà, c'est ce truc du care dont on n'a pas encore parlé, mais qui est hyper central dans l'ASMR. Et c'est vrai que je l'avais pas forcément vu de ce point de vue-là, mais tu en as pas même parlé et ça fait vraiment sens. Que dans l'ASMR, en fait, c'est un travail vraiment de... Le care, c'est vraiment prendre soin, en fait. Donc ça regroupe plein de choses, les attentions, je sais pas, maternelles, familiales, médicales, d'amis, juste prendre soin des personnes. L'ASMR, c'est un peu un travail de care, du coup, dans ce sens-là. Et le care, c'est quelque chose qui est lié vraiment au féminin. C'est historiquement le travail des femmes de faire ce travail-là. Et donc on le remarque un peu dans les chaînes les chaînes tenues par des hommes. Il y a moins cette exigence et cette attente de care. On va plus se concentrer sur la technique, les sons, le visuel. Je pense que le care, il est aussi là dans ces chaînes-là. Enfin, pas tout le temps, mais parfois, en effet, il y a un truc presque médical parfois à faire des triggers et retirer le care et vraiment juste avoir les sons, tu vois, même ça dépend des chaînes, encore une fois. Qui est un type d'ASMR sympa aussi, mais c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a pas longtemps, je lisais des études sur la ASMR pour me renseigner, et en effet, il y avait une étude super intéressante qui disait en fait que quand les gens écoutent de la ASMR, des gens réceptifs, en fait, dans le cerveau, il y a les mêmes zones qui s'activent que certains primates quand en fait on leur fait la toilette, quand ils sont à la toilette entre eux, en fait. Et c'était vachement pertinent parce qu'en fait, il y a plusieurs types de care. Nous, on connaît forcément le care maternel, paternel. Quand t'es un enfant, on va s'occuper de toi. T'as aussi le care plus dans une relation amoureuse, sensuelle, de quelqu'un qui va s'occuper de toi, mais pour d'autres raisons. Et en effet, je trouve ça vachement intéressant, le care de communauté, de quelqu'un qui n'est pas directement ton parent, mais qui va quand même avoir ses attentions. Et c'est aussi pour ça qu'on aime tellement, ou qu'on a un peu ce sentiment aussi agréable pour beaucoup quand c'est un professionnel de santé qui va s'occuper de toi, parce que tu te sens en sécurité, et c'est quelqu'un qui va en effet te regarder dans les détails et faire attention à toi, et c'est super agréable. Et ça qui est super concentré, qui va vraiment te prêter une attention, et qui crée un lien d'intimité que en fait on n'a pas forcément beaucoup au quotidien. Et c'est vrai que dans les sensations d'ASMR de la vie réelle, c'est souvent ce qui la déclenche, d'où notre attrait pour le milieu médical, même si au premier abord c'est pas forcément très relaxant comme contexte. Oui, mais c'est vrai que ça c'est quand même intéressant en effet, c'est un peu toujours le problème avec l'ASMR fait par des femmes, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sexualiser en effet ce qu'on fait, parce que justement je pense que quand dans ta vie t'as pas eu beaucoup d'exemples
d'un troisième type de care qui est pas maternel ou sensuel, bah en fait tu fais de ton mieux et ces vidéos elles vont te rappeler des situations où tu as été, et c'est l'une de ces deux-là en fait. Donc soit tu vas avoir la créatrice comme une figure maternelle, ce qui est aussi problématique parce que ça l'est pas forcément en fait. Moi je le vois comme un care neutre en fait. Ou alors justement tu vas un care parasocial. Bah, c'est ça qui est vachement fascinant et presque paradoxal, c'est que ce care de communauté, il revient vers les gens en notre âge par les réseaux et par internet et par le non physique. Ouais. Et je trouve ça presque dystopique un peu. Ce truc de... Non, en mais fait, il y a un besoin clair que tout le monde a, et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est le donner à distance, tu vois. C'est ça. Déjà, ça fonctionne un peu, c'est pas mal. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ça passe beaucoup par ce type de vidéos, et même pas que dans les SMR, mais tout ce qui est vidéo un petit peu cocon. Et je sais plus où je veux en venir. Mais c'est vrai. Après, le problème, en fait, je pense, le vrai problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont ces expériences-là dans leur vraie vie, mais en payant, tu vois, chez le médecin, aller chez le coiffeur. Ouais. Et au final, entre proches, entre potes, et je trouve que, enfin, ça dépend des gens. Je trouve que peut-être entre femmes, c'est un peu plus facile d'avoir des contacts physiques, mais pour beaucoup d'hommes, en effet, il n'y a pas trop cette tendresse. Ouais. Genre, entre hommes, ou même entre avec d'autres personnes, parce qu'un homme et une femme, s'il y a une tendresse... Oui, ça va directement être mis dans un contexte... C'est ça. Et pour le coup, bah, moi, ça m'est pas mal arrivé d'être vachement amicale et ok avec des amis, tu vois. Mais c'est vrai que faut toujours rester sur la fine ligne de si je suis trop amicale, ou même genre les attentions physiques et tout, il faut pas forcément renvoyer l'idée que ça peut aller plus loin, parce que parfois, ça peut être connoté, parce que pour certaines personnes, ça part vers cette direction sans que tu le veuilles forcément, tu vois. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question dans ce cas-là, mais la SMR est pas liée à quoi, à quel manque, et au final, comment tu peux le retrouver d'une autre façon dans ta vie. C'est ça, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est beaucoup lié à la création d'une intimité, et c'est pour ça que cette intimité peut être mal interprétée. Et juste, c'est vrai que on peut profiter d'un sentiment de sécurité, de quelqu'un qui nous fait du bien sans forcément le lier, comme tu disais, à la figure maternelle ou la figure... la copine. La copine. Ce qui est un peu dur comme milieu à trouver, en fait, quand tu fais des vidéos. Ça, il y a pas mal d'articles qui sont sortis récemment sur le fait que les créatrices sur YouTube étaient beaucoup moins regardées en général, et je crois qu'ils avaient regardé un top 100 des vidéos qui venaient de sortir, ou les plus regardées, je sais plus, et qu'en gros t'avais 3 vidéos faites par des créatrices femmes. Et c'est vrai que c'est intéressant même de se dire qu'en fait, moi je pense aux petits mecs, tu vois, je sais pas quel âge, mais des jeunes hommes en ligne qui regardent que des créateurs hommes, tu vois. Et ça, je me dis, mais quelle vision, enfin... C'est dommage parce que derrière, il se coupe aussi d'avoir le point de vue d'une personne qui est pas un homme, tout simplement, tu vois. Parce que même historiquement sur YouTube, on a toujours été relégués dans des secteurs qui sont moins, entre guillemets, importants. Ça a été beaucoup, où les femmes ont été très présentes au début dans la beauté, YouTube beauté. On l'est pas mal dans l'ASMR. On va l'être dans tout ce qui est vlog, lifestyle, mais dès que c'est des sujets considérés comme plus sérieux ou plus traditionnel, que ce soit de l'humour, de la vulgarisation, donc même dans le jeu vidéo, toutes ces catégories-là. Et on a plus de mal à être légitime dedans. Déjà, par tout ce qu'on a parlé avant, du fait d'être amené beaucoup à son physique, chose qu'on va nous reprocher par la suite. Oui, c'est ça, genre, on va te parler de ton physique, mais surtout n'en joue pas. C'est ça. Ne te mets pas en valeur, parce que sinon c'est tricher, tu vois. C'est ça, alors qu'au final, t'es un peu obligé de le faire si tu veux que tes vidéos fonctionnent. Et puis surtout, je trouve que souvent les gens ils disent « Ah mais l'algorithme il pousse que les vidéos avec des meufs à décolleté et tout ». Alors non. Ce n'est pas l'algorithme. L'algorithme, c'est les personnes qui cliquent dessus. Ouais, exactement. L'algorithme a poussé des vidéos populaires qui fonctionnent bien, où les gens cliquent beaucoup et ils vont les regarder longtemps. Donc faut arrêter de dire c'est l'algorithme qui choisit. C'est vraiment en fait quand on fait tous des choix conscients et on participe à des trends et ce genre de choses en fait. Mais je pense, oui, en fait, je veux faire un appel. En fait, le truc, c'est qu'on parle beaucoup, en effet, là, de la difficulté d'être une créatrice en ligne. Typiquement, il y a des assos qui essaient d'aider et de pousser les créatrices à oser. Et je vais pas dire que c'est facile d'être une femme qui crée en ligne, parce que il y a évidemment des difficultés. Mais en gros, tous les ans, ils font un concours qui s'appelle les Pousses d'or. Où en fait, c'est pour pousser justement les femmes ou les personnes non-binaires qui osent pas trop, ou hésitent, ou ont un peu peur. En fait, n'hésitez pas à faire une vidéo si vous avez cette envie mais que vous la laissez de côté pour plein de raisons. N'hésitez pas à tenter.
Et il y a des concours comme ça qui aident et qui veulent vous motiver justement à continuer. Donc en fait j'ai été jury pour l'an dernier et je trouve que c'est une super asso, que c'est vachement pertinent qu'ils essaient d'aider les femmes autant que possible à leur niveau, parce que encore une fois c'est aussi un truc de, tu vois, quand tu regardes les gros youtubeurs hommes, genre il y a aussi beaucoup de collabs entre eux, et il y a un côté, bah ils vont enfin c'est un peu ce problème de, en fait ils sont potes et donc ils se mettent ensemble et ils font des vidéos ensemble, et en soi, ça fait un boys club en fait. Ouais, on pourrait croire que c'est pas un problème parce qu'ils sont juste potes et c'est normal, mais c'est toujours ce même problème de pourquoi les meufs elles sont pas dedans, tu vois. Et ce truc de bah dans plein de taf en fait les meufs elles vont pas forcément boire des coups après avec les collègues, parce que très vite en fait il y aura de la dragouille, il y aura des trucs où en fait elles vont pas être considérées comme un des autres mecs, et il y aura toujours un petit peu un jeu qui va faire qu'il y a plein de femmes juste qui évitent ce genre de choses et qui derrière se retirent des opportunités parce que juste c'est pas un environnement ok pour elles, tu vois. Oui, c'est ça, parce qu'au final si tu essayes un peu de rentrer dans ces boys clubs tu peux avoir des mauvaises expériences, enfin déjà que c'est un peu compliqué d'y rentrer. Et c'est pour ça, quand tu faisais un peu ton petit appel aux créatrices à se lancer, que c'est important aussi de s'entourer en fait d'autres créatrices, ou d'autres créateurs qui partagent notre expérience. Et là, dans les SMR, c'est vrai que c'est, en général, quand je rencontre des créatrices, c'est des sujets qu'on aborde assez vite. Les problèmes de harcèlement qu'on a pu avoir, les difficultés qu'on peut rencontrer et qui sont propres en fait à notre expérience. Et rien que le fait d'en parler, de se donner des conseils, etc., ça aide beaucoup à naviguer là-dedans. Oui, c'est ça, et puis ça rassure, et puis surtout, c'est ça, c'est faire un réseau, comme on disait, que les hommes qui ont beaucoup de vues et qui sont un peu en haut du game YouTube, souvent en effet ils vont se s'aider entre eux parce que c'est leurs potes et c'est compréhensible, mais ça fait aussi grave sens qu'il y ait une sororité de l'autre côté, et que tu aies aussi en effet des créatrices qui... Le problème c'est que souvent on aura un peu moins confiance en nous, en notre technique, en nos capacités, mais c'est vraiment important justement qu'on arrive à se sentir un peu moins seul, d'autant plus quand il y a des problèmes de harcèlement ou il y a des problèmes de commentaires totalement déplacés tous les jours. Il y a un moment où en effet t'as pas envie de te mettre en avant parce que tu vas les vivre ces trucs là forcément, mais c'est aussi vachement bien de se dire que t'es quand même on n'est pas seul, voilà, on n'est pas seul là-dedans. Et voilà, sur la petite parenthèse expérience de créatrice de contenu, on n'a pas encore beaucoup parlé de TikTok pour lancer un autre sujet. Ouais, carrément. Et je sais que toi tu t'y es vraiment mis à TikTok, tu l'as quand même beaucoup pris au sérieux, tu en publies beaucoup, tu fais des jolis TikTok. Merci. Et comment tu vois cette expérience? Est-ce que par exemple tu préfères créer des contenus sur YouTube ou sur TikTok, ou est-ce que pour toi c'est quelque chose de complémentaire? En fait je pense en effet que les créateurs et créatrices en ligne actuellement, je trouve ça vraiment primordial d'essayer de pas mettre ses œufs dans le même panier, tu vois, parce que imagine YouTube te démonétise ou banne ta chaîne ou n'importe quoi. C'est toujours bien, je pense, d'essayer justement d'avoir un peu les pieds dans différentes plateformes, et puis surtout qu'elles vont s'auto-alimenter, tu vois, que chacune a un cycle de vie, et que derrière peut-être qu'à un moment il y aura plus d'inertie, il y aura plus en fait de capacité de croissance sur une autre plateforme. Et si t'es active là-bas et que ça marche bien, ça peut alimenter tes autres plateformes aussi, tu vois. Et je pense que c'est en effet intéressant d'essayer de grandir avec ça. D'autant plus parler comme les gens de la com. Ah ouais, c'est vrai. J'ai pas fait d'études en com, c'est vraiment ils parlent comme coïncidence fortuite. Non mais il y a du vrai. Mais en fait c'est un truc de stratégie. En fait là je parle plus en termes de stratégie. Mais c'est vrai que tu pourrais dire, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, je suis un peu une des vieilles créatrices, et j'aurais pu me dire que ça me va très bien et je reste sur YouTube. Mais c'est vrai que je me rends même compte, là j'ai commencé à poster mes audios sur Spotify, Deezer et tout, et il y a des gens qui me trouvent de là et qui derrière me retrouvent sur YouTube. C'est vrai que ça fait beaucoup de ponts. Et puis c'est ça, tout communique et tu sais jamais où quelqu'un va pouvoir te trouver, tu vois. C'est vrai. Et on disait, mais c'est vrai que YouTube, il y a beaucoup de créateurs actuellement, il y a un truc un peu bouché en termes de découvrabilité, et c'est vachement intéressant. La plateforme elle-même se tire un peu une balle dans le pied, qui n'aide pas les gens à rester dessus. Mais du coup, oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi que c'est important d'explorer un peu d'autres plateformes, ne serait-ce que pour ce risque-là, et aussi pour... c'est important d'être
un peu à la hauteur des attentes de ce que les gens regardent. S'il y a plus de gens qui regardent des TikTok ASMR, effectivement, c'est bien d'en faire. Après, je pense que faut aussi pas se forcer à en faire si t'as pas envie, en général, et qu'il y en a juste, ils préfèrent les formats longs, et ça fait sens aussi. Par exemple, ouais, je me verrais pas avoir comme métier de faire uniquement des TikTok ASMR, parce qu'il y a ce truc dans le format long de YouTube où t'as plus d'investissement, tu travailles un peu plus ta vidéo, ton scénario, les décors, et tu peux créer ce cocon un peu long, quoi, jusqu'à l'endormissement, et c'est pas le même mode de consommation que TikTok, et j'en consomme aussi dessus, mais pas pour les mêmes raisons. Et donc j'aime vraiment faire les deux. Mais c'est vrai que si on tend à aller vers des contenus de plus en plus courts, personnellement ça m'embêterait un peu, mais c'est peut-être comme tu dis aussi parce qu'on fait partie de l'ancienne génération qui a connu l'ASMR uniquement en format long sur YouTube. Et aujourd'hui il y en a plein qui le découvrent en format court aussi, et à qui ça viendrait pas forcément à l'esprit de regarder des formats longs, je pense. Peut-être, en effet. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi le chemin inverse, où il y a beaucoup de gens qui ont percé avec des TikTok ASMR et sur TikTok, qui font leur chaîne YouTube et qui commencent à faire des formats longs pour aussi être sur YouTube. Aussi, mais du coup, je pense que c'est pas forcément les mêmes publics non plus. Ouais, ce serait intéressant de voir, en effet, est-ce que c'est genre... Enfin, après, j'imagine que c'est leur audience de TikTok aussi qui peuvent les suivre sur YouTube pour avoir d'autres vidéos. Mais c'est vrai que, dans tous les cas... Je pense que les gens le sentent un peu quand c'est pas quelque chose que le créateur a vraiment envie de faire, tu vois. Il y a un peu ce truc où faut aussi que t'écoutes toi ce que t'as envie de faire. D'autant plus que l'ASMR c'est quand même assez large, tu vois. Et que, en fait, il y a un truc moi que j'ai jamais essayé encore mais que j'aimerais faire, c'est des audios exclusifs. Et des... Oui, c'est ça en fait, des roleplays mais que tu vas faire avec un environnement sonore et tout, un vrai travail comme des petites séries audio en ASMR en fait. Donc en fait, il y a tellement de façons de faire ce qu'on fait qu'au final, t'as pas à faire des trucs que t'as pas envie de faire. Après, c'est vrai que c'est toujours bien de garder un œil sur en effet la vie de la plateforme. Bah oui, parce que tu peux pas non plus rester sur uniquement toi ce que t'as envie de faire sans prendre en compte ton environnement, parce que sinon tu peux juste laisser ton contenu un peu mourir, quoi. C'est vrai que j'ai essayé moi un peu de faire autre chose que de l'ASMR avec les vlogs, parce que c'est bien aussi de changer un petit peu, mais c'est vrai que je suis restée sur la plateforme YouTube. Et déjà 2 chaînes, je trouve ça déjà bien. Oh, il est mort. Mais dans tous les cas, je pense qu'avoir 2 chaînes YouTube, c'est déjà une façon de diversifier, tu vois. Oui, sachant que c'est aussi quelque chose qui peut se faire, les vlogs ailleurs, sur les réels, les TikTok, etc. Mais il y a vraiment ce truc très générationnel d'attache à YouTube. Moi j'ai vraiment grandi avec YouTube, tout le contenu que je regardais quasiment c'était dessus, et ouais, vraiment ce petit attachement quand même. Mais ça fait sens, et puis je pense que c'est un peu... YouTube en souffre un peu, ce truc de tout le monde a connu YouTube gratuit, et vraiment presque un truc de partage du début d'internet où il y avait beaucoup de trucs un peu moins monétisés aussi. Et c'est pour ça que maintenant ils galèrent un peu à nous forcer à mettre les pubs en fin de vidéo et rajouter toujours des pubs, parce que en fait ils veulent essayer de faire payer les gens pour YouTube Premium et tout, mais les gens ont beaucoup de mal, parce que juste pourquoi ils paieraient pour YouTube en fait? Bah déjà ça, et puis juste quand on n'arrête pas de nous faire multiplier les abonnements pour tout ce qui est contenu audiovisuel, musical, etc. Au bout d'un moment, en fait, il y en a un trop quoi. On peut pas rajouter indéfiniment quand c'est des prix comme ça. Donc mais j'espère que la plateforme saura quand même se renouveler un peu et faire en sorte d'avoir une meilleure expérience pour les utilisateurs. Et puis après, on verra ce qui viendra après TikTok aussi. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que je pense que TikTok, comme tu dis, j'ai eu de la chance et j'ai quand même un gros compte TikTok qui est plus gros que mon compte YouTube actuellement en termes d'abonnés. Et il y a ce truc où je vois à quel point ça a aidé aussi ma croissance sur YouTube, et à quel point ça a vraiment été un moteur ces dernières années plutôt, pour ma croissance au global. Et que j'ai vraiment appris de ça, et je me dis que peu importe la prochaine plateforme, c'est vraiment ultra intéressant pour nous, ou c'est notre travail aussi, tu vois, de le prendre au sérieux et de tenter, et de voir si ça marche ou pas, quoi. Oui, parce qu'au final, c'est vrai que l'ASMR peut s'adapter facilement à plein de types de contenu. C'est vrai qu'au début, on pensait pas, tu vois, du vertical, moins d'une minute en ASMR. Ça semblait pas cohérent. Moi au début, je comprenais pas. Mais c'est clair, mais même moi, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout un truc qui fonctionnerait pour l'ASMR, qui était jusqu'ici des vidéos longues de moins 20-30 minutes, quoi.
Et on me pose souvent la question de faire de l'ASMR en vrai, dans la vraie vie, comme des séances de massage ASMR, des séances d'ASMR. Et c'est aussi un truc où j'ai plus de mal, parce que pour moi... À une personne ? Enfin, pour une personne, je veux dire ? Ouais, comme quand tu réserves un massage, en fait, mais réserver une séance ASMR. Ouais. Parce que, alors après, ça peut être différent pour tout le monde, mais personnellement, quand je me mets en condition d'écouter de l'ASMR, soit c'est de mon côté, je le fais intentionnellement, je mets ma vidéo et du coup je me mets dans mon cocon parce que je sais que j'ai rien, enfin on me demande rien, j'ai pas à contrôler mon image, j'ai pas à répondre ou quoi que ce soit. Chose où tu peux pas lâcher prise autant avec une vraie personne. Et quand j'expérimente l'ASMR dans la vraie vie, il faut que ce soit inintentionnel. Est-ce que ça marcherait si c'est un créateur ou une créatrice ASMR qui le fait c'est ça, en tout cas moi personnellement ça fonctionnerait moins. Et j'ai l'impression qu'on est pas mal à partager ce ressenti-là. Et en tout cas, le meilleur ASMR que j'expérimente dans la vraie vie, c'est celui qui n'est pas prévu pour ça. Et ça me fait penser une fois, j'étais avec quelqu'un qui rangeait ses CD, et je profitais du moment comme pas possible. Et à un moment, j'ai fait remarquer, c'est ma ASMR. Et du coup, il avait changé sa manière de ranger les CD. Et ça marchait plus. Ça fait sens. Je sais pas si toi t'as remarqué ça. En fait, pour parler de l'ASMR en physique ou en live, j'avoue que le truc avec une personne, j'ai jamais trop osé, parce que y a ce truc un peu de relation parasociale aussi avec les personnes de l'audience parfois, et tu sais jamais aussi trop, est-ce que c'est genre un ou une super fan, est-ce que je serai à l'aise, est-ce que c'est quelqu'un qui veut absolument me rencontrer Oui, c'est plus un meet-up en fait. Ouais, exactement. Et c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est pour la ASMR ou est-ce que c'est pour rencontrer telle créatrice ASMR que j'aime beaucoup, tu vois ? Après, ça se poserait plus dans des personnes qui font pas forcément de l'ASMR sur YouTube. Parce que comme souvent, quand tu vas chez ma sœur et que c'est anonyme, plus ou moins, tu connais pas du tout la personne qui va s'occuper de toi. J'ai l'impression que quand on me demande, c'est en mode est-ce que toi tu le ferais un jour ? Et c'est pas genre est-ce que tu connaîtrais un lieu, c'est toujours je veux que ce soit toi qui le fasses, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà eu la discussion dans les deux sens. Est-ce que moi je le ferais ? Déjà, je pense que je serais pas à l'aise à faire ça. Je suis à l'aise derrière la caméra, mais pas forcément autant que les gens en vrai. Et est-ce que j'irais à des séances ASMR ? Alors oui, je testerais, mais je pense pas que ça me ferait autant de bien que ce que je peux avoir ailleurs sur internet ou dans la vraie vie. Donc je sais pas. Je vois. Par contre, j'aimerais beaucoup que ce soit quelque chose qui soit intégré à des prestations qui existent, par exemple réserver un créneau chez le coiffeur. Et t'as le petit truc qui soit ASMR. Oui. Ça, j'adorais. Et ça se trouve, ça existe, il y en a peut-être qui le font. Où du coup, on prête plus attention aux sensations, aux bruits qui vont être utilisés avec moins de bruit de fond dans le salon, des massages de cheveux plus longs, etc. Et ça, je serais cliente. Mais c'est vrai, le petit bonus ASMR, genre ça serait c'est génial. Après, moi, c'était quand ? L'an dernier ou encore avant, j'avais fait des performances live à Paris. Et le format plusieurs, par contre, j'avais vraiment aimé. Parce que j'étais dans une sorte de studio, mais ouvert. Il y avait une vitre, donc les gens dans le public pouvaient me voir. Et je sais pas, il y avait genre une jauge de 30 personnes et les gens avaient un casque Bluetooth. Donc ils entendaient vraiment... Mais c'était quand même déconnecté de toi. Oui, mais en fait c'était comme... Donc ils pouvaient se mettre dans leur bulle aussi. C'est ça, et puis surtout il y avait des gros plaids et des poufs par terre, donc ça invitait vraiment à genre se mettre cosy, se mettre bien. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est le côté un peu concert, spectacle, tu vois. En fait oui, ça tirait plus de la performance artistique aussi. Ça. Je le verrais plus comme ça en effet. C'est comme ça que je l'ai vu aussi. Mais ça, après, là, c'était vraiment genre avec une artiste plasticienne, donc vraiment dans un lieu qui expose des œuvres, tu vois. Donc il y avait un truc un peu, en effet, performance. Mais même sans le côté travailler avec une artiste, même le côté juste inventer une histoire et faire un peu l'histoire du soir, tu vois. Oui. Et les gens, ils vont de, je sais pas, 20h à 21h. J'aimerais bien, en fait, avoir un format aussi comme ça, d'ASMR à plusieurs. Et au final, c'est des un peu petits clubs, clubs d'histoire avec ASMR. plaid des petits thés. Exactement. Genre, je trouve que c'est un format qui pourrait tout à fait exister. Ouais. Et je pense qu'il faut juste trouver les lieux. Et c'est le problème actuellement, c'est qu'il faut faire le taf de se renseigner, de trouver les gens qui seraient intéressés par ça, les gens qui ont les bonnes positions pour pouvoir le faire. Ce serait clairement un taf à plein temps. Donc, si quelqu'un dans l'audience intéressé travaille dans ce genre de lieu, en tout cas, j'avoue, je pense que ça ferait sens, tu vois. C'est peut-être la seule façon où je me verrais faire de la ASMR dans la vraie vie. Ouais, je suis d'accord. C'est moins intimidant quand même quand t'es face à un groupe aussi. Exactement. Et puis c'est dans un lieu, je dis pas qu'il y a de la sécurité non plus, mais au moins il
y a un cadre et c'est pas genre moi et une personne que j'ai jamais rencontrée oui, avant, oui. tu vois. Oui, c'est moins intimidant. On a bien discuté. Bah oui, bah je pense qu'on pourrait faire plein d'épisodes de ces discussions, mais non, mais c'était chouette d'aborder ces sujets. J'espère que ça vous aura intéressé. Peut-être que vous aurez des questions aussi sur ce qu'on a dit. Auquel cas, bah, n'hésitez pas. Enfin, je sais pas si on répondra, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on peut garder en tête pour d'autres discussions. Bah, merci à toi, Moons, d'avoir participé à cette vidéo, d'être venu dans ce studio. Bah, merci. Je dormais juste ici. Je dormais vraiment. Moi, c'est ma chambre ici. Mais merci à toi de m'avoir accueilli. Et vraiment, genre, dernier message, si vous osez, ou vous osez pas trop vous lancer, j'ai envie de motiver les gens à faire du contenu. Je sais pas. Genre... Le mentor. Faites des vidéos, osez. Et puis, même si personne regarde, bah, c'est pas grave, vous aurez fait un truc de créatif et ça, c'est cool en fait. Bah oui, parce que même s'il y a des éléments négatifs et qu'on en parle et qu'on s'en plaint un peu, en vrai c'est quand même super chouette. Et personnellement, je ferais autre chose pour rien au monde. C'est clair, en fait, faut vraiment se dire qu'on est quand même privilégié de pouvoir genre travailler à la maison et gérer notre timing et tout. Et je veux pas dire que c'est un métier difficile du tout. Non, clairement pas. Ça reste un job passion et mine de rien, il y a assez peu de personnes qui ont la chance d'avoir un job passion. Ouais. Parce qu'on est obligé d'avoir un job. Mais voilà, du coup, c'est juste pour montrer, c'est ça, plus une vision complète des trucs qu'on partage pas trop, parce que justement, on n'a pas envie d'avoir l'air de se plaindre d'avoir un job aussi difficile, tu vois. Mais en même temps, c'est quand même bien de pouvoir extérioriser quand c'est ton quotidien et que tu peux pas le partager à beaucoup de personnes non plus, parce que il y a beaucoup de chaînes ASMR, mais au quotidien, on n'a pas des collègues comme on aura des collègues de bureau, par exemple, avec qui on peut partager au quotidien. C'est ça. Mais je trouve aussi que, imagine, t'es juste consommatrice de contenu, je trouve qu'on voit toujours des trucs, beaucoup avec des streameuses, tu vois, qui se font harceler ou quoi, et un truc un peu de... Bah, en fait, ça met en garde un peu les nouvelles créatrices, en mode, bah, ça peut se passer, tu vois, et les créatrices, bah, souvent, elles se font harceler. Et je pense que c'est aussi bien de dire qu'en fait, déjà, t'es pas seule, et puis que la plupart des créatrices, juste, bah, elles se prennent des commentaires un peu désobligeants, mais on arrive à faire nos vidéos quand même, quoi. Oui, voilà. Et on s'adapte, on trouve des méthodes pour moins que ça nous touche. Et puis surtout, on n'est pas seul aussi, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est surtout ça. On a vécu la même chose et ça ne nous empêche pas de faire du contenu de qualité. Apparemment. Voilà. Bon, mais sur ce, on vous souhaite une bonne nuit. Très mignon ce petit au revoir. Et puis, bah, peut-être à bientôt. Ouais, grave.